Bonjour et bienvenue sur ce nouveau numéro de Vox Live. Et cette fois, de nouveau, pas question de décrypter les grands enjeux qui façonnent notre continent. On vous propose plutôt de revenir sur les temps forts de cette année. La tentative de coup d'État au Bénin, la fin des accords militaires entre le Tchad et la France, l'arrestation de Kémy Séba ou encore l'absence prolongée du président camerounais Paul Biya. Et pour ce 5e best-of, revenons sur ces émissions fortes avec un prisme international. Guerre informationnelle, une nécessité impérieuse pour l'Afrique. Quel rôle des ONG en Afrique ou encore ce que la présidence de Donald Trump va changer pour le continent. Je vous propose de revenir sur ce condensé d'informations en images. Plus il aide à travers sa fondation, plus sa fortune personnelle ne fait que s'accroître. Vous comprenez bien qu'il n'est pas en train d'aider. Parce que quand vous dites que vous aidez, ça veut dire que vous vous délestez d'une partie de votre fortune pour aider les autres. En général, il y a l'exonération d'impôts. Oui, il y a tous ces paramètres. En fait, c'est des investissements qu'ils sont en train de faire. Et c'est à nous autres Africains, une fois de plus, d'être vigilants par rapport à toutes ces questions-là. Donc, comme je disais tantôt, on utilise les ONG. Pourquoi? Parce que si un État vient, par exemple, dans votre pays, vous dire qu'il va faire une enquête sur la corruption, vous allez dire c'est de l'ingérence. Vous allez dire c'est pas possible. Pourquoi la Chine va venir faire une enquête sur la corruption au Mali, au Burkina? Mais quand c'est Transparency International, ONG non gouvernementale, vous êtes tenté de leur ouvrir les portes. Sauf qu'à la fin, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vous faire un classement des pays les plus corrompus du monde. Comme par hasard, les pays les plus corrompus du monde sont toujours d'une certaine partie du monde. Et le cas de la corruption est assez illustratif. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, pour qu'on parle de corruption, il faut qu'il y ait au moins deux acteurs, le corrupteur et le corrompu. Donc, si vous faites un classement des pays les plus corrompus du monde, vous devez pouvoir au moins faire un classement des pays les plus corrupteurs du monde. Ou alors, sur quels critères vous vous basez pour déterminer quel tel pays est plus corrompu que tel autre? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des scandales, la plupart du temps dans les pays africains, où on dit que les dirigeants africains sont corrompus. Nous, en tant que journalistes africains, on aime ça. Mais j'aimerais qu'on se pose une question. Ils sont corrompus par qui, généralement? Ces firmes multinationales-là, ils n'ont pas une nationalité réellement. Donc, les ONG servent à ça. Si on veut, par exemple, vous déstabiliser, il suffit qu'une ONG décide de faire un rapport sur l'état des droits de l'homme dans votre pays. Et on va s'appuyer dessus pour justifier une intervention militaire. C'est pour ça que je vous ai dit tantôt que les ONG comme les médias, c'était des instruments. Si par exemple... Elles dictent un agenda politique. Bien sûr, on les utilise pour ça. Ça veut dire, quand on a voulu renverser le guide libyen, Muammar Kadhafi, comment est-ce qu'on procède? On mobilise les ONG qui font des rapports. Kadhafi massacre sa population, les droits de l'homme ont reculé et tout. Et on va à l'ONU, ça sert de prétexte en disant, mais vous voyez, Human Rights Watch a dit ceci, vous voyez, International Crisis Group dit ceci et tout. Et ça nous donne le prétexte, nous politiques, pour pouvoir agir. Et ça nous permet aussi, dans nos agissements, de prendre l'opinion publique à témoin en disant, non, ce n'est pas notre volonté. C'est une ONG qui n'a rien à voir avec nous, qui a fait son enquête, qui a fait son rapport totalement indépendant. Donc, nous, on ne fait que suivre la réalité du terrain. Donc, vous voyez à quel niveau c'est dangereux. Frédéric, cela démontre, c'est-à-dire, je pense que ce débat est intéressant et sera intéressant uniquement si on regarde les deux côtés. C'est-à-dire les actions des ONG sur le continent, ce qu'elles font de mal, mais aussi, on ne peut pas aussi se positionner en disant qu'elles font seulement du mal. C'est-à-dire qu'elles ne permettent pas de développement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas grâce aux ONG qu'on va devenir des grandes puissances économiques. Ça, ce n'est pas la question. Mais nous avons des États faibles. Nos États sont faibles. Les États d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest sont faibles. Et ces États n'ont pas le monopole de leur territoire. Et c'est pour ça que les ONG s'y implantent. Vous savez, par exemple, moi je suis Camerounais. Donc je prends le cas du Cameroun. Il y a des villages reculés où entre guillemets, l'État a du mal à se déployer, par manque de moyens, sans doute. Mais les ONG donc, vont faire le rôle de l'État là-bas. C'est même eux qui vont parfois même réguler l'économie sur place. Et qui vont pouvoir, de ce fait, y inculquer et y faire ressortir, vous avez parlé tout à l'heure de guerre informationnelle, faire ressortir les informations provenant de cette région-là.
parce que l'État même lui-même n'est même pas au courant de ce qui se passe. Donc, eux, ils peuvent raconter ce qu'ils souhaitent pour pouvoir affaiblir donc l'État, comme vous avez parlé de l'État libyen par exemple, et dire au fur et à mesure que nous avons, voilà ce qui se passe là-bas, il y a tel et tel massacre. Je prends par exemple le cas de, et c'est ce qui s'est passé, ça c'est vraiment un cas d'école, le cas de la République démocratique du Congo avec le président Mobutu. Quand il commence à tomber et que les Américains n'en veulent plus, on commence à dire et à faire ressortir qu'il y a des massacres au Sud Kivu qui ont été perpétrés par l'armée, il y a des massacres qui se passent autour de Kinshasa, etc., dans les villages reculés, que la mainmise à l'État pose des actions néfastes à l'encontre de la population. Et donc, le fait, et ça revient à ce que j'ai dit au départ, le fait que l'État ne contrôle pas son propre territoire, nous aurons toujours les ONG qui viendront pallier. Parce que les ONG vont venir jouer les régulateurs de manière générale sur cet espace donné. Et on aura du mal à nous-mêmes, ça revient à un débat précédent que nous avons eu sur la guerre informationnelle, et nous aurons du mal à nous-mêmes pouvoir définir nos acteurs. Donc peut-être qu'une des solutions, ce n'est pas... Parce qu'il y a des ONG qui sont créées par des Africains, il faut le dire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ONG, des jeunes, mais ils le font par opportunisme. Ils le font parce qu'ils pensent que l'ONG là peut les aider à avoir une vie meilleure. Ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, mais là je vais encore plus loin. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans une situation où nous-mêmes nous souhaitons nous aider. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où tellement nous avons des difficultés. Je prends le cas des jeunes. Quand je dis nous, c'est les jeunes, je me considère encore comme jeune. Donc nous avons ces difficultés-là à pouvoir trouver par exemple des opportunités. Donc nous allons faire des ONG qui ne vont en réalité servir à rien et qui vont, encore pire, servir à alimenter l'ONG mère qui va prendre le crédit de « Ah, vous voyez, nous soutenons des initiatives sur votre territoire. Donc effectivement, vous n'avez pas la possibilité de nous demander de vous rendre des comptes. Parce qu'il faut aussi parler de cet aspect-là qui est très important. Les ONG sur le continent africain, dans les pays africains, ne rendent pas de compte aux gouvernements locaux. Les raisons sont lesquelles? Il y a 3 raisons principales. La première raison, c'est parce qu'elles jugent que les États n'en ont rien, pardonnez-moi l'expression, n'en ont rien à faire de leurs actions. Donc elles ne voient pas vraiment pourquoi elles devraient leur rendre des comptes, vu que vous n'avez pas un membre de l'État qui vient vous voir, par exemple, tous les trimestres pour vous demander, bon, ça se passe comment? Deuxième chose, il y a toute cette transparence parce que les ONG ne sont pas financés par les États sur place. C'est-à-dire que vous ne nous donnez pas d'argent, bon, pourquoi on va vous rendre des rapports? De toute façon, vous ne savez même pas concrètement ce qu'on fait. Et le dernier aspect, c'est parce que les populations locales même vont soutenir ces ONG-là et vont leur donner de la force. Et donc, elles pourront s'enorgueillir et se projeter comme étant des solutions durables. Donc, en fait, on est dans ces difficultés-là qu'on a affrontées et qui nous sont préjudiciables. Oui, Frédéric parlait tout à l'heure du fait que les États soient faibles. C'est un fait. Mais ce n'est pas parce que les États sont faibles qu'on doit laisser faire n'importe quoi. Parce que ces ONG, s'il y avait une réelle opportunité, s'il y avait une réelle volonté d'aider, le meilleur moyen d'aider, ce serait d'aider l'État à être fort et non pas de vouloir se substituer à l'État. Quand vous décidez de vous substituer à l'État, vous contribuez à l'affaiblir. Mais est-ce que l'État a envie d'être fort sur ces questions? C'est ça aussi le problème. C'est pour ça que je disais, je n'ai pas envie d'être péremptoire, mais je veux dire, je ne vois aucun aspect positif dans le développement des ONG en Afrique. Parce qu'en réalité, c'est tout ça qui contribue à fragiliser les États. C'est comme si, par exemple, vous avez un ami qui est marié, je vais prendre cet exemple-là pour qu'on essaye de se comprendre, et l'épouse vient vous voir pour vous poser un problème d'argent. Si vous êtes un vrai ami, vous ne donnez jamais l'argent à l'épouse. Vous allez passer par derrière et le donner à votre ami pour qu'il reste, si vous voulez, le mari respectable et respecté. Si vous traversez votre ami pour donner l'argent à sa femme, qu'est-ce que vous voulez traduire par là? Votre mari n'en vaut pas la peine. C'est exactement ce qui se passe avec les ONG. Ça contribue effectivement à montrer que les dirigeants sont totalement incapables et que de toute façon, vous ne pouvez pas compter sur vos dirigeants ou sur votre pays. Nous, on est là pour vous aider. Est-ce que ça alimente un paternalisme? Bien sûr, c'est ça le but. C'est ça le but. C'est très factuel, mais parce que nous-mêmes, on entretient. C'est pour ça que vous voyez que dans les pays en
encore une fois de plus, on est obligé d'en reparler, de l'AES, ils ont pris des mesures contre les ONG. Parce que même quand tout à l'heure, vous parliez des ONG africaines, elles sont africaines juste de nom. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est que comme les gens se sont rendus compte qu'à travers les ONG, ils peuvent avoir un certain nombre de financements, ils créent des ONG pour avoir des financements, mais en réalité, celui qui paye commande. Et ils continuent à travailler pour l'oppresseur, de manière directe ou indirecte. Donc je pense que il s'agit pour nous Africains d'apprécier cela avec la plus grande froideur. Et au lieu d'être dans les jérémiades, au lieu de geindre, de dire qu'est-ce qu'on fait. Moi, je suis pour qu'on ait aussi des ONG africaines parce qu'on ne pourra pas... Non, ce n'est pas des ONG africaines, ça sont des excroissances des ONG internationales. Quand je dis des ONG africaines, ce sont des véritables ONG africaines pilotées et financées par des Africains avec aussi un agenda. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on arrive à avoir un pendant en Transparency International, c'est-à-dire qu'on ait aussi des capitaines d'industrie africains qui disent « Nous, on va mettre de l'argent pour avoir une ONG qui fait le baromètre de la corruption dans le monde. » Ça fait que quand Transparency va sortir son classement des pays les plus corrompus du monde, notre ONG fait aussi son classement des pays les plus corrompus du monde et on aura, si vous voulez, une alternative. Mais si vous restez et que vous ne faites rien, vous subissez, les autres vont dicter leurs lois. Parce que nous autres, même qui sommes journalistes, on utilise beaucoup les rapports des ONG comme des sources d'information. C'est très vicié. Donc c'est pour ça que je dis, c'est un mécanisme qui est rapidement pensé. Et si vous n'avez pas de contrepoids, comme pour les médias, vous vous laissez instrumentaliser. Frédéric, je vous laisse répondre, on va poursuivre le débat. Monsieur Dom, chez vous aimez souvent prendre un exemple, et donc je vais reprendre le même exemple. Vous aimez souvent parler de la famille et du fait que... parce que ça nous parle à tous. Je pense que tout le monde... Maintenant, je vais donc réutiliser cet exemple, mais dans l'autre sens. Oui. C'est-à-dire que lorsque vous avez parlé du fait que le mari est traversé par son ami pour continuer à financer sa famille. Prenons maintenant le cas de l'enfant. L'enfant qui se retrouve sans leadership, sans des parents pour lui insuffler et inculquer des valeurs et aussi pour l'aider financièrement. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se tourner vers les possibilités qui s'offrent à lui. C'est-à-dire, comme vous connaissez cet adage qui dit « la nature n'aime pas le vide ». Donc en fait, les ONG africaines, qui sont les petites ONG, vous avez parlé de financement, les petites ONG qui recherchent du financement en réalité, qui recherchent aussi des opportunités. Parce qu'il faut le dire, il faut être clair. Le fait d'être affilié par exemple aux Nations Unies à Genève, c'est une opportunité incroyable. Parce que ça vous permet d'avoir, quand on dit incroyable, c'est dans la logique occidentale. Bien entendu, si je me place de ce point de vue-là. Ça permet d'avoir des entrées et aussi de pouvoir avoir accès peut-être à des entreprises qui vont vous permettre de travailler plus tard. Donc en fait, les enfants que je qualifie des ONG africaines, par ces jeunes-là, se retrouvent dans une situation où ils se posent la question de... Il y a ce vide-là. Qu'est-ce que nous on peut faire? Aujourd'hui, on est dans une situation où l'État n'est plus là. L'État nous a délaissés. Nous n'est pas là. L'État nous a délaissés et nous n'avons aucune autre situation, aucune autre possibilité que de nous affilier donc à ces ONG, grandes ONG qui vont nous permettre d'avoir une vie meilleure. Parce que il faut être clair, la quête de l'humain, c'est d'abord d'avoir une vie meilleure. On ne va même pas très loin. C'est-à-dire que si je peux gagner plus d'argent aujourd'hui que hier, je vais le faire. Mais donc c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai dit, Frédéric, pour répondre à vos questions, c'est pour ça que j'ai dit... Je vous propose juste de... on poursuit je réponds et puis on fait la pause pour ne pas perdre le fil des idées. C'est pour ça que je dis justement qu'il faudrait effectivement que les États africains qui en ont conscience puissent, à travers même des chefs de cabinet, récupérer un certain nombre d'ONG et en faire des vraies ONG africaines. J'ai parlé également des capitaines d'industrie africains. Bill Gates est un capitaine d'industrie, George Soros est un capitaine d'industrie. C'est eux qui font la loi avec leurs ONG. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris comment est-ce que ça marche. Donc, nous, au lieu de nous plaindre, il faut effectivement que les Africains puissent prendre conscience du danger qu'il y a à laisser un espace comme celui-là uniquement aux mains des gens qui viennent de l'extérieur. Vous prenez le contexte africain. On nous a parlé, par exemple, en RCA, on a parlé de la MINUSCA, donc les missions des Nations Unies pour la République centrafricaine. On n'a pas résolu le problème. On a parlé de la stabilité, malgré ça, rien. On va au Congo-Kinshasa, on parle de la MINUSCO, mission des Nations Unies pour le Congo et tout le reste. Ça fait pratiquement plus de 2 décennies. On parle depuis 1998, il n'y a pas la stabilité. On voit très bien que la femme congolaise est violée, elle est souillée, elle est violentée. Les enfants meurent, les territoires sont occupés.
mais l'ONU ne dit absolument rien. Donc aujourd'hui, c'est cette duplicité-là que les gens ne veulent plus entendre de l'ONU. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'ONU joue le rôle de pompier pyromane. C'est-à-dire d'un côté, il vient, il attise le feu, et de l'autre, il vient pour l'éteindre, alors que c'est lui-même. Et dans votre introduction, vous avez soulevé un point très important. Vous avez parlé des groupes terroristes. Aujourd'hui, par exemple, le Sahel est en train de souffrir à cause de ces groupes terroristes-là. Mais si vous allez creuser un peu dans le fond, vous allez remarquer que, en fait, les gens qui vous parlent des droits de l'homme, des démocraties, les fameuses lois internationales, l'ONU, tout le reste, mais en réalité, ce sont même ces gens-là qui financent, qui encadrent, qui ravitaillent un peu ces terroristes-là. Vous comprenez? Donc, à un certain moment, il faut que ces grandes puissances-là comprennent que ce 2 poids 2 mesures-là, ça a longtemps duré, mais les gens n'en veulent plus. D'autant plus que nous sommes dans un monde qui est en train d'être basculé. Parce que le monde est vraiment en pleine crise. Ça se trouve que les données ont changé. Les gens veulent s'orienter vers la multipolarité. Et la multipolarité voudrait dire qu'il y ait un rééquilibrage au niveau de la politique internationale et que même les pays du Sud global puissent aussi vivre la paix dont ils ont toujours rêvé. Alors, moi, je vais me recentrer sur le débat de base, c'est-à-dire l'adhésion des pays africains dans le Conseil de sécurité de l'ONU avec droit de veto. Je pense personnellement que lorsque nous faisons cette demande, c'est-à-dire que à la tribune, là, il y a une semaine, pendant les débats, on a vu la RDC monter au créneau, l'Égypte, etc. Je pense que lorsque l'Afrique arrivera à s'organiser d'abord, c'est-à-dire que moi je pense qu'il faut qu'on parle d'une seule et même voix. Lorsque nous abordons les choses, nous devons le faire d'une seule et même voix. Nous avons maintenant un monde multipolaire, c'est-à-dire que nous avons d'un côté l'Union européenne qui parle d'une voix, nous avons l'Amérique du Nord, les États-Unis qui sont très dominants. Nous avons de l'autre côté la Chine qui est une superpuissance avec près d'1 milliard d'habitants. Nous avons l'Inde et nous avons le continent africain qui aujourd'hui fait 1,4 milliard % d'habitants, soit 18% d'habitants au global sur l'échelle du monde. Donc je pense que c'est une erreur de toujours se positionner en tant qu'un seul pays va demander ou 2 pays vont demander. Je pense que ça doit être d'abord, premièrement, une demande régionale, une demande continentale même. Une demande continentale. C'est le continent africain qui doit se positionner pour adhérer. Ce n'est pas à diverses échelles. Ceci étant dit, avant que cela ne se fasse, nous devons d'abord nous organiser en interne. C'est-à-dire que nous devons d'abord nous-mêmes développer des forces militaires capables de se projeter à l'intérieur du continent. C'est-à-dire que soit régionalement, soit continentalement. C'est très important. Pourquoi? Parce que ça va nous légitimer ensuite pour pouvoir faire cette demande. C'est pour ça que moi, je me place quand même du prisme de l'occidental, qui, lui, va comprendre la demande comme étant une demande qui vient d'un continent qui ne pèse pas. Il faut dire ce qui est, on ne pèse pas. De quel droit nous devrions avoir le droit de veto si nous ne sommes pas capables nous-mêmes, entre guillemets, de gérer nos problèmes internes et aussi ensuite de nous projeter pour aussi gérer des conflits extérieurs. Donc c'est ce questionnement-là qu'il faut avoir. C'est pour ça que je pense que la question, le sujet est biaisé de base. C'est-à-dire qu'on ne va pas nous donner le droit de veto, il ne faut pas se leurrer. C'est de la politique, c'est du show, entre guillemets, qui s'est passé à la tribune des Nations Unies. On ne va pas nous le donner. Pourquoi? Parce que nous avons d'abord des problèmes internes à régler. Réglons nos problèmes, ne souhaitons pas entrer dans avoir le droit de veto, réglons nos problèmes, soyons forts militairement, soyons capables de nous projeter sur notre propre continent, soyons capables de régler nos problèmes, de développer un espace économique commun qui va nous permettre de nous renforcer. Et ensuite, maintenant, je ne suis même pas sûr qu'on sera obligé d'entrer avoir le droit de veto à l'ONU parce qu'on sera capable nous-mêmes de gérer les crises sans passer par eux. Et c'est ça, je pense, qui est la clé du développement de l'Afrique et aussi du développement militaire et économique de l'Afrique. On parlait à l'instant de réforme de ce Conseil de sécurité. Donc l'objectif, c'est de passer de 5 États membres permanents à 11. Est-ce que ça permettrait d'apporter des réponses adaptées à des conflits, par exemple, ou des enjeux sur le continent africain, sans que ces pays-là aient de droit de veto? Non, moi je pense que si on revient au Conseil de sécurité avec le schéma qui fait que un veto suffit pour empêcher une décision, on restera toujours dans le même problème. Il faut peut-être, dans le cadre de cette réforme, profiter du fait qu'on va élargir le Conseil de sécurité pour faire évoluer la question du droit de l'opposition au veto. Parce que quand on met le veto, la décision tombe d'elle-même. Il faut peut-être faire en sorte qu'on
on ait la possibilité de décider à la majorité. Si sur le 11 qu'on va avoir, aujourd'hui c'est 15, dont les 5 et les 10 qui viennent par rotation, si on affaiblit le droit de veto, sur les 15, s'il y a une majorité qui se dégage, une majorité simple pour les décisions de première importance et une majorité qualifiée, c'est-à-dire 2/3 des membres pour les décisions plus importantes, ça m'amène à penser qu'on va avoir une meilleure efficacité que la situation aujourd'hui où s'il y a un pays qui met son veto, c'est fini, ça tombe. Donc cette situation-là, si on ne regarde pas en même temps l'élargissement et la question du droit de veto, l'opposition, les conséquences du droit de veto, on ne règle pas la question. On va se retrouver dans la situation actuelle aujourd'hui. Si vous avez un parrain, si vous avez les États-Unis, la Chine et un autre pays, or on sait que ces pays-là, ils regardent leurs intérêts, ils ne regardent pas les crises ou les sorts des populations, pendant qu'il y a la guerre civile, pendant qu'il y a des mouvements armés terroristes et des mouvements armés en RCA, en République centrafricaine. Si la Chine regarde ses intérêts et dit qu'elle décide d'apporter son parrainage à la République centrafricaine, on va mettre le veto là-bas et ça ne marchera pas. D'ailleurs, ça crée des situations absolument aberrantes. Les Nations Unies ont décidé d'un embargo sur la RCA. La RCA ne peut pas acheter des armes. Jusqu'à ce que ça soit levé il y a quelques mois. La RCA ne pouvait pas acheter des armes. Mais les pays, les groupes terroristes, eux, s'approvisionnaient et avaient une puissance de fait qui pouvait dépasser celle de l'armée nationale. Si on va au Conseil de sécurité, par exemple, c'est très précis. Dans le contexte de mauvaises relations entre la France et le régime de Touadéra, si on va au Conseil de sécurité, on dit bon, on va examiner cette décision contre la RCA, on va lever l'embargo. Mais si la France met son veto, on ne lève pas. Donc, en fonction de leurs intérêts, soit quand ils vous parrainent, soit quand ils s'opposent à vous, ces pays utilisent de façon abusive ce droit de veto. Pour moi, même si il n'y a pas que l'élargissement, il y a aussi l'encadrement du droit de veto. Il faut qu'on puisse, à défaut de le supprimer totalement, qu'on puisse encadrer l'usage du droit de veto pour qu'il n'entraîne pas la paralysie des Nations Unies. Parce que les Nations Unies sont paralysées. Il y a des crises où ils ne peuvent absolument rien faire à cause des pays qui ont le droit de veto, qui sont parrains de l'un des belligérants ou qui sont contre le pays qui est concerné, pour lequel on doit faire des choses. C'est de bonnes guerres. Je ne sais pas si on se comprend, c'est de très bonnes guerres. La Russie... Est-ce qu'il n'y a pas un risque de perte de souveraineté des États africains? Parce qu'on parle de guerre informationnelle, mais il y a des conséquences aussi militaires, économiques sur le continent. Est-ce que le fait de dépendre de ce narratif qui est dicté d'une certaine façon par la Russie, est-ce qu'il n'y a pas une perte de souveraineté? Est-ce qu'on ne revient pas au point de départ? Non, je ne pense pas. Moi, je pense qu'il faut nuancer. Vous savez, la guerre, c'est aussi la stratégie. Et il faut rester lucide. Les pays africains sont encore à plusieurs égards très faibles. Et quand vous êtes dans cette position, stratégiquement, vous pouvez ou vous devez avoir des alliés forts. Aujourd'hui, la Russie fait un calcul qui est simple. Il y a un nouveau vent qui souffle en Afrique, un vent de souveraineté. On va surfer sur cette vague-là pour nous positionner. Mais je crois qu'aujourd'hui, les Africains sont suffisamment matures pour ne pas commettre les mêmes erreurs. La Russie n'est pas en Afrique parce qu'elle aime les Africains plus que les Occidentaux. Non, la Russie est en Afrique pour la conquête et la sauvegarde de ses intérêts. C'est à nous autres Africains maintenant de saisir cette opportunité unique pour nous battre pour nos intérêts. Je ne sais pas si on se comprend. Donc là, moi, c'est un choix tactique. Je peux vous garantir que l'AES n'aurait pas réussi à tenir autant sans la Russie. Il faut rester lucide. Donc, à un moment donné, vous faites des partenariats stratégiques qui peuvent être des partenariats ponctuels. Parce que, comme on le dit en stratégie, la seule certitude, c'est l'incertitude du lendemain. Vous ne soyez pas surpris que dans 20-30 ans, ce soit la Russie qui soit, par exemple, dans la position de la France aujourd'hui en Afrique. Je peux vous prendre, pour exemple, le cas de l'Afghanistan. Quand les Russes étaient en Afghanistan et se battaient,
les talibans étaient considérés par les Américains, selon leur narratif, comme des combattants de la liberté, comme des gens qu'il fallait défendre. Une fois que ce sont les Américains qui se sont retrouvés contre les talibans sont devenus des terroristes. Vous voyez bien que tout cela évolue. C'est comme ça que le monde évolue et la scène internationale est essentiellement dynamique. Aujourd'hui, la Russie surfe sur quelque chose et ça arrange aussi, d'une certaine manière, certains États africains et c'est pour cela qu'il y a comme, si vous voulez, ce réchauffement diplomatique. Donc là, on est dans un donnant-donnant plus qu'une relation suivie. Monsieur Domché, Oui. en fait, pardonnez-moi, mais je pense que le souci que nous avons aujourd'hui, c'est que moi, personnellement, je perçois la Russie, la Chine et aussi les États coloniaux européens, c'est plutôt choisir entre la peste et le choléra. Pourquoi ? Je m'explique. Nous sommes dans des cycles de construction d'Afrique qui sont des cycles longs. C'est-à-dire qu'on a besoin de développement sur le continent africain. Et le fait de choisir un partenaire plutôt qu'un autre, en réalité, ne nous met pas dans une position, un partenaire extérieur, bien entendu, international. Et c'est pour ça que vous allez comprendre ce que je veux dire, parce que je pense que l'Afrique va se développer uniquement avec les Africains. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une situation où, lorsque la Chine ou la Russie viennent sur le continent africain, que ce soit Wagner, via Wagner, que ce soit avec la Chine, avec ses importants investissements économiques, il y a certes une construction, mais il n'y a pas de suivi. C'est là où le problème se pose. Lorsque, par exemple, la Chine vient construire, elle ne forme pas forcément des ingénieurs africains qui vont pouvoir ensuite maintenir les infrastructures et après les développer. C'est-à-dire qu'elle vient clairement faire du business et après elle prend ce qu'elle apprend et parfois même ce sont les ingénieurs chinois qui viennent construire sur le continent africain. Donc, et après qui s'en vont avec leur savoir. Donc en fait on est dans une situation... Et pour le cas de la Russie, on peut rappeler quand même qu'ils partent avec certains dommages. On peut penser au cas de la République centrafricaine où il y a eu les populations locales qui ont été lésées. Oui, c'est pas seulement venir avec des intérêts économiques. C'est une réalité, c'est-à-dire c'est une réalité au jour d'aujourd'hui. Nous sommes dans une position où il y a le fait que, par exemple, l'AES, je prends le cas de l'AES que vous avez évoqué, le fait que s'il n'y avait pas la Chine, l'AES n'aurait pas pu prendre son indépendance. La Russie. La Russie. Nous sommes dans une situation où est-ce que ce n'est pas aussi un effet d'annonce, c'est-à-dire que, ok, je me positionne aujourd'hui en tant qu'un État indépendant, 3 États indépendants pour l'AES, juste pendant ce temps-là, et après, malheureusement, comme je serai dans un cul-de-sac, je serai obligé de donner à la Russie ou à la Chine des importants projets, et après, maintenant, je me retrouve toujours dans la situation où ma population est pauvre. Parce que la réalité, c'est quoi ? C'est que lorsqu'un État indépendant devient indépendant et se coupe du néocolonialisme, c'est dans le but de développer et de faire en sorte que sa population soit plus riche. Est-ce qu'on sera dans cette situation ? Non, je veux qu'on se comprenne très bien, parce que ce que vous dites conforte ce que je suis en train de dire. Je veux dire que quand je dis aujourd'hui le partenariat avec la Russie est un partenariat crucial et vital, c'est qu'à un moment donné de l'histoire, vous êtes obligé de composer. Le Mali aujourd'hui, malgré toute sa détermination et sa bonne volonté, ne peut pas faire face au monde occidental. Il faut qu'on reste lucide. Parce que rien que dans le domaine militaire, vous le savez certainement, à un moment donné, les pays occidentaux refusaient de vendre des armes au Burkina Faso, au Mali, au Niger pour lutter contre le terrorisme. Et vous vous retrouvez face à des adversaires, soi-disant terroristes, qui sont mieux armés que vous. Vous n'avez pas les moyens. La Russie aujourd'hui a permis que ces pays puissent avoir des moyens militaires, au moins de faire cette guerre-là. Donc vous voyez très bien qu'à un moment donné, vous êtes obligé d'être lucide. Vous êtes obligé d'être lucide parce que il ne s'agit pas, c'est pour ça que je disais, l'objectif ne doit pas être de changer de maître. Il faut savoir à un moment donné, tactique, utiliser un partenaire parce que les intérêts du moment vous obligent à être ensemble. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure à Soukaina que je ne serais pas surpris que dans 50 ans, si les choses ne sont pas bien faites, que la Russie se retrouve dans une position où elle va être expulsée de l'Afrique. Parce que justement, les choses ne se seront pas passées comme elles devraient l'être. Donc, on est dans une situation où l'Europe, pour se développer, a eu besoin du plan Marshall. À un moment donné de l'histoire, la conjoncture vous impose des alliances ponctuelles et stratégiques. Ce que je dis, c'est que c'est à nous autres Africains de savoir faire la part des choses. Moi, je dis toujours, l'Afrique est comme une fiancée qui a plusieurs courtisans. C'est à elle de savoir comment faire pour ne pas se faire berner. Parce que l'avantage de la multipolarité aujourd'hui fait en sorte que on ne soit plus dans une position de néocolonialisme absolu. Le fatalisme qui était le nôtre il y a même seulement 10 ans a disparu. Aujourd'hui, la France ne peut plus faire du chantage
parce qu'il y a la Russie. À l'époque, pourquoi la France arrivait à faire du chantage et à faire la pluie et le beau temps en Afrique? Parce qu'elle était la seule puissance qui détenait une sorte de force de feu en Afrique avec ses bases militaires. Et c'est pour ça que certains chefs d'État, comme l'ancien président tchadien Idriss Déby, disaient, fort à propos, que c'est la météo de la France qui détermine ce qui se passe à N'Djamena. Aujourd'hui, la France n'est plus trop dans cette position parce que les Russes viennent et ils disent, écoutez, nous aussi, on peut vous apporter de la force de feu. Et d'ailleurs, on est mieux équipés que les Français. Maintenir leur puissance et leur influence via la guerre informationnelle, c'est acceptable? C'est de bonne guerre. Moi, je ne suis pas là pour juger ce qui est acceptable ou pas. La scène internationale, c'est une jungle. C'est à chacun de se protéger. Les Russes sont dans la quête de leurs intérêts. À nous de faire en sorte que leur intérêt ne se fasse pas au détriment des nôtres. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, quand la Russie développe ses médias, vous savez, la Russie a développé aussi ses médias parce qu'elle avait besoin que son narratif impact, soit suivi. C'est pour cela qu'ils ont fait Russia Today, qu'ils ont fait Sputnik, qui se sont arrangés à ce que ces médias puissent également être disponibles en Afrique. C'est ce que la Chine a fait avec CCTV. C'est ce que Israël a fait avec I-24. Parce que si vous voulez voir le changement, avant qu'I-24 ne soit créé et puisse arroser l'Afrique, les Africains avaient une position très radicale vis-à-vis d'Israël. Aujourd'hui, où ils sont arrosés par un média qui vient tenir un autre discours, vous verrez quand vous échangez avec les Africains que leur position est de plus en plus nuancée. C'est ça l'effet, effectivement, des médias dans le façonnement de l'opinion publique. Donc, moi, je ne suis pas là pour juger ou pas juger. Je regarde ça très froidement. La Russie utilise les armes dont elle a besoin. Il s'avère aujourd'hui qu'on a le même ennemi, ou si vous voulez le même adversaire, à nous de savoir comment manager avec la Russie pour ne pas retomber dans les mêmes travers. Si la Russie a la possibilité de nous coloniser, elle ne se gênera pas. Il faut rester lucide. Et c'est la même chose avec les États-Unis. Ce qu'il faut savoir vis-à-vis de la Russie et des États-Unis par rapport à l'Afrique, c'est que ce sont des puissances qui ont contribué à la première vague de décolonisation en Afrique. Pas parce qu'ils aimaient les Africains, mais parce qu'ils voulaient leur part d'Afrique. Et ils se sont rendus compte que tant qu'on laisse les puissances coloniales s'accaparer l'Afrique, nous, on n'y entrera jamais. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont développé déjà, même au niveau des Nations Unies, des discours qui arrangeaient les indépendantistes africains en disant l'autodétermination des peuples. À ce moment-là, nous, Africains, on saisit la balle au bon en disant, mais écoutez, les États-Unis pensent que chaque peuple est libre. C'était un moment ponctuel. Sauf qu'une fois qu'on a eu ces semblants d'indépendance, ça a permis qu'ils puissent également entrer en Afrique. Et une fois qu'ils sont entrés, ils développent également ce qu'on reprochait aux autres. Donc, c'est pour ça que dans la construction du narratif, il faut faire très attention. C'est à nous, autres Africains, maintenant, de bâtir aussi notre narratif. Aujourd'hui, de mon point de vue, je me dis que ça soit Donald Trump, que ça soit, comment est-ce que vous l'appelez déjà, Kamala Harris, qui est une démocrate, ça ne va rien changer. L'étiquette. Voilà, l'étiquette, vraiment, ça ne va rien changer. En fait, ça va être un changement de surface, mais pas en profondeur. En profondeur, tout va rester intact, d'autant plus qu'ils ont besoin des richesses faramineuses de l'Afrique pour pouvoir survivre et puis faire avancer leur économie néolibérale. Cher monsieur, j'ai l'impression que vous me paraphrasez. Lorsque je dis que les jeunes, que les États-Unis s'intéressent aux jeunes, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que c'est leur politique. Et c'est leur politique, c'est leur manière de converser avec nous, d'une certaine manière. Effectivement, il y a tout ce qui est induit, c'est-à-dire qu'ils ont une politique qu'ils mettent en place pour, bien entendu, dominer et conserver leurs bases militaires et autres accords avec les pays africains qui ne sont parfois pas des accords réciproques. Parce que même quand on parle de l'AGOA, il y a beaucoup de questionnements sur le fait qu'on a l'impression que les États-Unis se déversent sur les pays africains, mais que les marchandises que les pays africains veulent vendre aux États-Unis sont hyper contrôlées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre n'importe quoi aux États-Unis. Les Américains vont refuser. Mais tandis que les Américains, lorsqu'ils se projettent chez nous, ils peuvent vendre n'importe quoi. Donc c'est un peu déséquilibré. Donc bien entendu que lorsqu'ils vont se positionner chez nous, ils ne seront pas dans une démarche de gagnant-gagnant, 50-50. Ils sont là pour nous dominer, ils sont là pour imposer leur manière de faire. Et c'est pour ça que j'ai dit au début du débat que lorsque vous intégrez l'AGOA, vous êtes obligé d'avoir un certain nombre dans votre carnet, un certain nombre de cases cochées
qui vous permettent donc de profiter pleinement. Il faut être éligible pour de pouvoir... exactement, de ces traités-là. Donc c'est important de le dire aussi et de le mentionner. Vous vouliez rajouter quelque chose, Cédric? Oui, je dirais que ce soit avec l'AGOA ou bien avec, ce soit avec la candidate Harris ou bien avec Trump, le plus important, c'est que les Africains doivent savoir quels sont leurs intérêts. Aujourd'hui, si les États-Unis viennent, c'est pour tisser des relations économiques, pour tisser des relations géopolitiques, militaires avec les bases. On pensait peut-être à la mini-tournée d'Anthony Blinken il y a quelques années oui. Au Sahel, justement. Oui. C'était aussi une volonté de se positionner directement sur le terrain? Oui, exactement. Mais le plus important, c'est que les Africains doivent savoir quels sont les intérêts. Et l'intérêt de l'Afrique, c'est typiquement d'abord... Enfin, l'Africain doit d'abord mettre en avant ses intérêts dans tous ses accords, que ce soit l'AGOA ou bien dans tous ses accords militaires, du coup. On parlait à l'instant de l'US Africa Leader Summit. Des initiatives comme celle-ci, elles peuvent pas, ou en tout cas, est-ce qu'elles n'ont pas eu d'impact en termes de partenariat stratégique avec l'Afrique, ou ça aussi c'est... Moi, je ne pense pas. C'est de la poudre aux yeux. Je ne pense pas parce que j'ai l'impression, comme je l'ai évoqué avant, que lorsque les Américains prennent des leaders africains et les mettent dans leur summit, c'est pour les façonner à leur image. Et je pense que le gros problème dans le développement de manière générale, c'est que si un État veut se développer, il doit se développer avec ses spécificités. Et les Américains doivent nous laisser nous développer avec nos spécificités. C'est très important. Ne pas vouloir façonner nos leaders afin qu'ils deviennent des vassaux de l'empire américain, parce que c'est un empire, il faut le dire. Hein. Ils sont un peu partout dans le monde. Lorsque vous avez vos bases militaires dans des pays souverains, c'est que vous êtes un empire. Et c'est ça le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il faut laisser les Africains pouvoir, non pas, vous pouvez organiser ces summits, non pas leurs imposer. Je parle de ce sommet parce que c'était le dernier en date d'une telle envergure. Le dernier, il me semble que c'était sous Barack Obama, sous Donald Trump, il n'y a pratiquement rien eu. C'est pour ça que je me demandais si c'était quand même significatif que ce soit sous un gouvernement démocrate. Oui, non, c'est-à-dire que Barack Obama, déjà pour une personnalité comme la sienne, c'est que lorsqu'il arrive aux affaires, tous les Africains étaient contents. Moi, j'avais mon oncle qui avait même contribué à l'élection présidentielle de Barack Obama, en donnant par exemple une somme de 100 €, parce qu'il se disait, bon, comme c'est un noir, son père est africain, certainement lorsqu'il va arriver aux affaires, il va peut-être changer un peu les choses et tout, machin. Il y avait une identification en termes d'image. Mais on a été surpris, c'est sous Barack Obama que la Libye a été déstabilisée, de Kadhafi. On ne s'arrête même pas là. En 2009, en juillet, lorsqu'il arrive à Dakar, à Accra plutôt, au Ghana, il fait un discours comme quoi, où il dit l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais juste des institutions fortes. Mais c'est une aberration. Les institutions sont animées par des personnes. Il faudrait qu'il y ait d'abord des personnes courageuses, fortes, pour pouvoir mettre en place des bonnes institutions. Donc il avait carrément inversé la chose. Et ça n'a pas plu aux dirigeants africains éveillés, hormis les suppôts de l'OTAN, de la France, etc. Et tout. Donc aujourd'hui, je pense que tous les sommets qui peuvent être organisés par les États-Unis, que ce soit par les démocrates ou encore les républicains, franchement, c'est un coup d'épée dans l'eau. L'Afrique a besoin de s'affranchir elle-même avec ses dirigeants courageux, audacieux, conscients du combat que portent d'ailleurs un peu comme les États, comme j'aime à l'appeler, les États locomotives de l'AES. Niger, Burkina Faso et Mali. Alors, Frédéric. Effectivement, lorsque Barack Obama vient dans des pays ou bien d'autres présidents pour faire des discours, la différence entre, par exemple, la manière de gouverner de Donald Trump et celle de Barack Obama, du coup, et c'est que je pense que c'est surtout l'approche qui change. C'est-à-dire que Barack Obama, beaucoup de personnes, pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, beaucoup de personnes étaient en liesse lorsqu'il a été élu. Mais effectivement, nous avons été refroidis parce que malheureusement, il n'était pas... C'est le président des États-Unis. C'est ça le problème et c'est là où on se rejoint. C'est-à-dire que c'est le président des États-Unis. Ce n'est pas le président de l'Afrique ou le président des Noirs. C'est le président des États-Unis. Il défend d'abord les intérêts des États-Unis. Et ensuite, maintenant, c'est à nous, je pense, en tant qu'Africains, en tant que dirigeants africains, de pouvoir vraiment se positionner. Et lorsque je travaillais, par exemple, dans la campagne, j'avais des discussions avec mes collègues. Mais on se rend compte qu'ils n'ont pas beaucoup de connaissances de l'Afrique. C'est-à-dire que lorsque vous allez leur demander, par exemple, de nommer un pays africain, ils auront beaucoup de mal, à part peut-être le Nigeria, parce que l'afrobeat est maintenant est connu. Mais à l'époque, ce n'était même pas connu. Donc, ça veut dire qu'ils ne connaissaient pas du tout les pays africains. Donc, c'est surtout
l'establishment américain qui sait comment se projeter sur le continent et pouvoir le dominer. Mais les Américains, de manière générale, même mes collègues qui sont censés être politisés, ne connaissent pas l'Afrique. Donc, ce que nous pouvons attendre de la culture américaine et aussi, pardon, des politiques américaines sur le continent américain, sur le continent africain, je pense que c'est peut-être petit à petit s'affranchir et aussi, c'est-à-dire s'émanciper. Mais je pense que c'est toujours quand même intéressant de garder avec eux des accords économiques. Rapidement, si vous me permettez, mon frère, c'est que lorsqu'il parle de Donald Trump, lorsque vous regardez le CV, le curriculum vitae de Donald Trump, en début du simple fait qu'il a été président des États-Unis, mais c'est un homme d'affaires. Et lorsqu'on est homme d'affaires, on a la recherche du profit. N'oubliez jamais ça. Donc c'est quelqu'un, même s'il arrive aux affaires, il va d'abord regarder est-ce que les actions qu'il va poser vont être rentables pour l'État et pour lui-même. Ça, c'est un. Et puis deux, ça me plairait qu'on les lise quand même. Pourquoi? Parce que en fait, j'essaie de regarder un peu maintenant sur l'échiquier international. Non pas pour l'Afrique, parce que l'Afrique va être libérée que par les Africains. Mais lorsqu'on regarde un peu la géopolitique mondiale, on se rend compte que quoi? Nous sommes dans un monde qui est en plein conflit. Il y a des tensions, il y a l'ordre qui est en train d'être bouleversé. Ça se trouve que quoi? On est menacé par une guerre nucléaire. D'ailleurs, il y a quelques semaines, c'est que l'OTAN a promis armer l'Ukraine pour pouvoir envoyer des missiles à longue portée jusqu'à Moscou pour essayer un peu d'attaquer Moscou. Vous imaginez? Donc on voit très bien que Poutine a même dit si vous essayez de faire ça, ben moi je vais riposter. Et en ripostant, on a bien peur que le monde puisse être un peu effondré, brûlé par l'arme nucléaire. Donc ce qui fait que quoi? Or, un gars comme Donald Trump, c'est un monsieur, comme je l'ai dit, c'est un conservateur républicain, une fois aux affaires. Je ne dis pas que c'est une personnalité angélique, loin de là. Mais c'est quelqu'un quand même, de mon point de vue, une fois qu'il sera élu, ben, il peut appeler par exemple Zelensky. Il lui dit, ben, écoute, toi qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas la politique de tes moyens pour pouvoir faire face à la grande Russie, mais vous devez dialoguer. Donc en ce moment-là, on peut quand même avoir des tensions qui seront apaisées sur la scène internationale. D'où le fait quand même que j'interpelle peut-être aux Africains ou encore à d'autres personnes de pouvoir soutenir un peu la candidature de Donald Trump, juste parce que nous voulons prôner la paix dans le monde. Moi, j'ai une analyse un peu différente. C'est-à-dire que Harris a à peu près le même profil que Barack Obama, c'est-à-dire la première femme noire vice-présidente et autres, mais elle défend avant tout les intérêts des États-Unis, ce qui est tout à fait légitime et ce qui est tout à fait normal. Je pense que, par contre, vu on espère, c'est juste une hypothèse, mais vu ses origines, vu le fait que sa grand-mère a vécu à Zambie, vu qu'elle est d'origine, elle est afro-descendante, on espère qu'elle sera même à dialoguer, bien sûr, avec Trump, ça sera la même chose, mais dialoguer de manière beaucoup plus respectueuse avec les décideurs africains. Et je pense que c'est la grosse différence entre Trump et Harris, c'est-à-dire que c'est le dialogue et la forme. Mais sur le fond, clairement, c'est d'abord les intérêts américains qui priment. Vous pensez vraiment que ça peut changer quelque chose, justement, que ce soit une femme issue d'une minorité qui a un lien avec l'Afrique? Alors, dans son discours au Ghana, parce qu'elle a fait une tournée au Ghana en avril 2024, au Ghana et à Zambie, elle avait un discours soft, c'est-à-dire l'autonomisation de la femme, le développement des technologies numériques, former 1 million de jeunes sur les technologies. Donc, elle avait un discours vraiment apaisé et apaisant. C'est-à-dire qu'elle voulait vraiment ce lien avec l'Afrique. Maintenant, sur les faits, sur le terrain, il faudrait voir comment ça va se passer. Alors, moi, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit mon co-débatteur, sur le fait que si Donald Trump vient aux affaires, il va apaiser. Il pourrait. En tout cas, il a les plus d'outils pour apaiser, parce qu'effectivement, le Parti démocrate est plutôt va-t-en-guerre. Je pense personnellement que ce soit Trump ou Harris, le résultat sera le même. Je pense que les conflits internationaux, de manière générale, sont toujours implémentés et vont continuer à être implémentés. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que lorsque les États-Unis ou l'Occident voient ses intérêts dérangés, peu importe qui est à la tête, peu importe que ce soit Harris ou Trump, ils vont se positionner. Ils vont se positionner pour défendre leurs intérêts. Maintenant, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez parlé de sémantique plus apaisante au niveau des chefs d'État africains. Là, je ne vous rejoins pas. Pourquoi? Parce que c'est mieux d'avoir quelqu'un qui vous dit que vous êtes un moins que rien, que quelqu'un qui vous fait penser que vous êtes bon alors que vous êtes un moins que rien et il pense que vous êtes un moins que rien. Oui, c'est la sincérité en diplomatie. Voilà. Donc, je pense que c'est mieux d'avoir de ce côté-là
Donald Trump qui va dire aux Africains, les prendre comme ils sont. Et peut-être que ça va nous donner du boost pour qu'on vienne, pour qu'on puisse continuer à nous développer de manière autonome. Donc en fait, ce que je veux dire par là, pour résumer mon propos, c'est que d'un côté, Donald Trump, honnêtement, je ne pense pas qu'il va venir changer quoi que ce soit sur la scène internationale. Et de l'autre côté, Harris, je ne vois pas non plus ce qu'elle va faire. Parce qu'avec Barack Obama, on l'a vu. Donc en fait, c'est choisir pour les Africains entre la peste et le choléra. Maintenant, il faut juste qu'on puisse s'affirmer et qu'on puisse aussi tirer. Et c'est là où je ne rejoins pas les personnes qui disent par exemple que la Chine ou la Russie ont des meilleurs intérêts chez nous parce qu'eux viennent pour faire du business littéral. Je pense que... C'est-à-dire qu'on nous dit toujours que oui, vous voyez, la Chine, elle vient clairement, elle n'est pas là pour se mêler des affaires politiques. Je suis désolé, lorsque quelqu'un investit chez vous, il fait déjà de la politique chez vous. Pourquoi? Parce qu'il va développer aussi sa propre écosystème à lui, qui va s'ingérer, qui va se fusionner avec la vôtre. Donc en fait, il n'y a pas de bon ni de mauvais maître. Il n'y a que le fait d'avoir des maîtres il faut qu'on puisse s'émanciper de cela pour pouvoir nous-mêmes nous autodéterminer. Une petite réaction, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on confonde, il ne faut pas qu'on essaie de mélanger les torchons et les fourchettes. Lorsqu'on parle du partenariat Chine, Russie envers l'Afrique, il est tout à fait différent avec les États-Unis. Vous imaginez? Il suffit de regarder le Sahel. La Chine n'a pas de base militaire au Sahel. La Russie non plus. La Russie arrive là-bas par invitation. Or, les Américains, ils avaient installé leur base là-bas. Et pour partir, c'était même un gros souci. Et aujourd'hui, ils sont en train de tourner autour de l'Afrique de l'Ouest là-bas pour réinstaller encore leur base. Alors, on voit très bien que le partenariat entre la Chine, la Russie envers l'Afrique est tout à fait différent avec l'OTAN. Ça, c'est avec les Américains. C'est ce que je voulais apporter un peu comme nuance. Deuxièmement, aujourd'hui, là où je le rejoins, il n'a pas tout à fait tort. Lorsqu'il dit que ce soit Kamala Harris ou Donald Trump, rien ne va changer en Afrique. Parce qu'en effet, c'est quoi? L'OTAN est une machine à guerre. C'est-à-dire qu'eux, ils font des guerres parce qu'ils savent que ça apporte de l'économie. Souvenez-vous que l'un des commerces les plus lucratifs au monde, c'est le commerce d'armes. Et ça ramène beaucoup d'argent. Aujourd'hui, la Chine, son économie est en train d'avancer. C'est que la Chine devient le 3e pays fabricant d'armes. Autrefois, la Chine achetait d'abord ses armes en Russie. Aujourd'hui, elle fabrique même ses armes et tout machin. Il y a même d'autres pays qui vont acheter les armes en Chine. Donc ça fait que ça génère beaucoup de sous. Plus il y a des guerres, plus l'argent rentre. Donc je pense que c'est un mode de survie aussi des grandes puissances. Plus il y a des crises, plus il y a des chaos, plus il y a des chiens lits un peu partout, ça leur fait l'affaire parce que l'argent rentre, etc. Donc ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est que pour nous, la seule issue pour l'Afrique, c'est que les Africains doivent penser par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Donc les Africains doivent comprendre que les autres sont en train de pousser leur pion, mais c'est à nous de comprendre que, écoutez, nous devons lire des vrais problèmes qui minent le développement de l'Afrique. Et parmi ces problèmes-là, nous avons un problème qui est tout à fait connu. C'est le manque de l'union. Nous sommes dans la désunion, c'est pour ça que nous traînons le pas. Et si nous sommes unis, voyez-vous, les problèmes vont être résolus demain. Voilà, c'est la fin de ce 5e best-of. On vous propose de revenir très vite pour le prochain numéro. Vox Africa. The Voice Afrique francophone saison 5, édition spéciale Côte d'Ivoire, les backstage des épreuves en live. Ils étaient des dizaines de talents au début de l'aventure. Et à l'issue des épreuves en direct des quarts de finale, demi-finale et finale, Vova de la team Mix Premier a soulevé le grand V de la victoire. C'est la confirmation totale. Tous les sentiments sont confondus. Merci. Sur Vox Africa et sur YouTube, plongez avec nous dans les coulisses de la soirée des quarts de finale, sous le grand dôme du parc des expositions d'Abidjan. Le Seigneur a été fidèle à la vision qu'il nous a donnée. À ne pas rater toutes les émotions palpitantes de la préparation des talents, l'attitude des coachs, la pression des équipes de la production, la touchante aventure humaine derrière le plus grand show musical télévisé panafricain. C'est parti. Vox Africa.
Vox Africa, for African people. Vox Africa, Africa, Vox Africa. Vox Africa, Vox Vox Africa, la voix d'une Afrique fière. Vox Africa, for African people. Vox Africa, Africa, Vox Africa. Vox Africa, Vox Vox Africa, la voix d'une Afrique fière. Vox Africa, for African people. Vox Africa, Africa, Vox Africa. Vox Africa, Vox Vox Africa, for African people. Vox Africa, Africa, Vox Africa. Vox Africa, Vox Vox Africa, la voix d'une Afrique fière.